Ma femme m'a ignoré à sa fête de promotion. Je suis parti sans un mot et maintenant elle me supplie de revenir. Elle est passée juste devant moi avec 2 verres de champagne à la main, et aucun n'était pour moi. J'étais à peine à 1 mètre, pas derrière un mur, pas dans la foule, juste là, existant dans son champ de vision. Et pourtant, elle a croisé mon regard et ne m'a toujours pas vu. Avez-vous déjà vécu ça? Être reconnu et effacé dans la même seconde. Un des verres était pour un type aux cheveux blonds décolorés et avec ses mocassins européens chers sans chaussettes. L'autre, elle l'a bu elle-même, riant encore de ce qu'il avait dit de pas drôle. Je me souviens avoir pensé, c'est comme ça que ça commence. Ou peut-être, c'est comme ça que ça se termine. Le DJ est passé à quelque chose de synthétique et de lent, le genre de chanson qui vous donne l'impression d'être dans un film, même lorsque vous faites simplement une dépression nerveuse dans une pièce remplie d'inconnus. Je me suis glissé latéralement contre un mur et j'ai regardé la table du gâteau. Son nom était imprimé en glaçage doré. Aucune mention de moi, aucune allusion à nous, juste félicitations et 1 million de minuscules étoiles comestibles. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le diaporama sur le mur. C'étaient des photos d'elle en boucle, au travail, riant à des conférences, tapant dans la main de ses coéquipiers, acceptant un prix en acrylique à l'air faux. Et sur chaque photo, elle avait l'air d'appartenir à la vie de quelqu'un d'autre, une où je n'existais pas. Elle avait une vie en dehors de moi. Je le savais. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était peut-être moi la vie extérieure. Je n'apparaissais même pas dans la présentation. Pas une seule photo, pas même la photo de vacances que j'ai prise d'elle à Lisbonne qu'elle appelait autrefois sa préférée. Juste des souvenirs recadrés et des sourires sélectionnés. On aurait dit qu'elle était célibataire. On aurait dit qu'elle était tout pour quelqu'un d'autre. J'étais sur le point de partir, pas de m'enfuir en trombe, pas de faire une scène, juste de partir comme un fantôme silencieux. Quand elle s'est penchée et a embrassé ce salaud sans chaussettes sur la joue. Il n'a pas bronché, comme si c'était normal, comme si c'était familier. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de prétendre que j'avais de l'importance. Je n'ai pas dit au revoir. Je ne lui ai pas envoyé de message pour dire que je partais. Je n'ai même pas regardé en arrière. Au lieu de cela, j'ai descendu 6 volets d'escalier, j'ai appelé un taxi que je ne pouvais pas me permettre et j'ai ouvert l'application de notes de mon téléphone, parce que quelque chose en moi s'était enfin brisé. Et j'avais besoin de tout écrire avant de me permettre d'oublier à quel point cette douleur était vraiment profonde. Et vous, qui que vous soyez en train de lire ceci, vous devez entendre ce qui s'est passé ensuite. Parce que la fête n'était pas le pire. Loin de là. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté au lit tout habillé, à regarder la fissure dans le plafond. Celle qu'elle disait ressemblait à un éclair. Elle n'était pas encore rentrée. Ou peut-être que si. À un moment donné, j'ai arrêté de regarder la porte. Vers 4 heures du matin, je me suis levé et j'ai fait les 100 pas comme un fou. Puis j'ai attrapé le panier à linge pour avoir l'air occupé. C'est là que j'ai trouvé son vieil ordinateur portable, celui qu'elle prétendait être cassé depuis des mois. Il était caché sous une pile de pulls dans le placard du couloir. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le brancher. La curiosité, peut-être. Le désespoir, plus probablement. Quand il s'est allumé, j'ai juste regardé. Pas de mot de passe. Elle ne verrouillait jamais celui-ci. C'était comme si l'univers m'avait enfin jeté un os, en disant « Tu veux vraiment savoir ? Tiens, regarde. » J'ai cliqué sur des fichiers au hasard jusqu'à ce que je trouve un dossier appelé « Conférence en Italie ». Il datait d'il y a 6 mois, quand elle a dit que le Wi-Fi de l'hôtel était trop inégal pour FaceTime. Je me souviens de ce que cette excuse m'a fait ressentir. À l'époque, vide, mais pas la peine de discuter. J'ai ouvert le dossier. Il y avait des photos, beaucoup de photos. Genève sur des balcons, dans des restaurants, souriant à la lueur des bougies, mais pas seul, toujours avec lui. Le même gars de la fête, le même sourire suffisant, les mêmes mains insouciantes, lui frôlant l'épaule ou le bas du dos. Sur l'une, il avait son bras autour de sa taille alors qu'elle se penchait contre lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et ce qui m'a brisé, ce n'était pas la proximité physique, c'était son visage. Elle avait l'air légère, libre, comme s'il était l'évasion et moi la cage. Une vidéo les montrait trinquant avec du champagne en peignoir. L'horodatage indiquait 2h13 du matin. Elle m'avait dit qu'elle s'était endormie à 22h. À ce moment-là, mes genoux ont fléchi. J'ai même ri, pas d'humour, mais de cette façon triste et brisée où votre corps ne sait pas s'il doit crier ou s'effondrer. Je voulais fermer l'ordinateur portable. Je voulais le jeter. Au lieu de cela, j'ai continué à regarder. J'ai tout vu comme un homme appuyant sur un bleu juste pour confirmer que ça fait toujours mal. Le pire, il n'y avait aucune culpabilité dans ses yeux, juste de la joie pure et radieuse. Et je suis resté assis dans le couloir avec du linge sale éparpillé autour de moi,
réalisant que j'avais pleuré la mort d'un mariage qui était mort bien avant cette fête. Je n'avais juste pas reçu le mémo. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas en colère, j'étais vide. Et c'est encore pire, car lorsque la colère s'estompe, il ne reste que la vérité. Et la vérité, c'est que j'étais devenu invisible dans ma propre vie. Et peut-être qu'elle n'a jamais été vraiment à moi au départ. Elle est arrivée juste après midi le lendemain, lunettes de soleil toujours sur le nez, veste pliée soigneusement sur le bras. Elle avait l'air impeccable, comme quelqu'un qui n'avait pas passé la nuit à oublier que son mari existait. J'étais assis à la table de la cuisine avec l'ordinateur portable devant moi. Son écran était devenu noir par inactivité, mais mon esprit avait rejoué ces images toute la matinée. Je n'ai pas dit un mot. Elle non plus. Elle a accroché sa veste avec une précision chirurgicale, a ouvert le frigo, s'est versé du jus d'orange, et ce n'est qu'alors qu'elle a regardé dans ma direction. « Tu es debout tôt » a-t-elle dit. Ce n'était pas une question, pas un salut, juste de l'électricité statique entre deux personnes qui partageaient des murs mais pas des vies. Je voulais tout lui demander d'un coup, qui il était, depuis combien de temps ça durait, si elle avait déjà pensé à moi pendant qu'elle était pressée contre lui sur des balcons à Rome ou à Florence ou partout où elle prétendait être seule. Mais au lieu de cela, j'ai demandé, « T'es-tu amusé la nuit dernière ?» Elle a fait une pause. Elle a souri comme si j'étais un étranger lui demandant la météo. C'était bien, beaucoup de monde, tu sais. Puis elle a ajouté, « Tu es parti un peu tôt. » Mes jointures sont devenues blanches autour de ma tasse de café. Tu n'as pas remarqué? Non, a-t-elle cligné des yeux. Si, j'ai remarqué. C'était tout. Pas d'excuses, pas d'explication. Elle a remarqué et a choisi de ne rien faire. Comprenez-vous à quel point ça fait mal? C'est une chose d'être oublié, c'en est une autre d'être rappelé et ignoré. Quoi qu'il en soit, je pensais qu'elle mentirait peut-être ou pleurerait ou trouverait quelque chose d'intelligent. Elle ne l'a pas fait. Elle a bu une gorgée de son jus et a quitté la pièce. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était plus une liaison secrète. C'était de l'indifférence. Une indifférence froide et silencieuse, du genre qui n'a pas besoin de cris ou de tricherie ou de messages textes pour être une trahison. J'ai rouvert l'ordinateur portable après qu'elle soit montée. Cette fois, j'ai regardé au-delà des photos. J'ai fouillé dans ses messages, dans les sauvegardes du cloud qu'elle ne savait pas encore synchroniser avec cette vieille machine. Et ce que j'ai trouvé n'était pas ce à quoi je m'attendais. Il n'y avait pas de confession passionnée ou de message « je t'aime ». Ce que j'ai trouvé était pire. C'était des plans. Des plans pour partir, des plans pour me remplacer, des plans pour améliorer sa vie comme si j'étais l'ancien modèle qui la ralentissait. Mon nom est apparu 2 fois, une fois en référence au bail et une fois dans un message à un ami qui disait « Il n'est tout simplement pas ambitieux. » Je ne peux plus respecter ça. C'est ce que j'étais devenu pour elle, une ambition morte, quelque chose à plaindre puis à effacer. Je suis resté assis là pendant des heures, relisant cette seule phrase, la laissant me briser lentement de l'intérieur. Et quelque part vers le coucher du soleil, j'ai pris une décision, non pas de la confronter, non pas de crier, mais de disparaître tranquillement et complètement et d'une manière qu'elle ne verrait pas venir. Je n'ai pas fait de valise. Cela aurait semblé trop définitif, trop dramatique. Le genre de geste qui demande de l'attention. Je ne voulais plus de son attention, je voulais de la distance. Une distance propre, chirurgicale, invisible. J'ai donc commencé à me retirer en morceaux. J'ai d'abord désactivé le compte Spotify partagé. Elle ne le remarquerait pas avant quelques jours, peut-être jamais. Puis j'ai arrêté de synchroniser mes photos sur notre cloud partagé. J'ai changé les mots de passe dont elle avait oublié qu'elle y avait même accès. Je n'essayais pas de la blesser. Pas encore. Je voulais juste voir combien de temps il lui faudrait pour remarquer que je m'estompais de sa vie comme un fantôme. Comme je l'ai dit, pas de valise, juste des soustractions subtiles. J'ai annulé l'abonnement à la livraison de repas, celui que je payais tous les jeudis, celui qu'elle supposait toujours provenir de ses avantages sociaux. J'ai supprimé mon nom des formulaires de remplissage automatique sur son navigateur. Je suis allé dans notre compte Amazon et j'ai désactivé les notifications. Je voulais disparaître comme de la vapeur, pas de tempête, pas de tonnerre, juste parti. Mais ce n'était pas que du numérique. J'ai commencé à répéter mon silence dans la vraie vie. Au dîner, je la laissais parler sans répondre. Quand elle parlait du travail, je hochais la tête au bon moment mais ne posais jamais de questions de suivi. Je ne l'ai jamais touchée. Pas comme une punition, ça ne me semblait plus naturel. C'était une performance que j'avais déjà vue trop de fois. L'étincelle avait disparu. Je n'étais pas en colère. J'étais engourdi, ce qui est pire, car la colère peut s'éteindre. L'engourdissement prend racine. Elle n'a pas demandé pourquoi je dormais à nouveau sur le canapé. Elle n'a pas demandé pourquoi je sortais soudainement me promener après minuit.
Elle n'a pas demandé pourquoi les lumières de la chambre d'amis étaient allumées quand elle rentrait tard. Je pense qu'elle aimait la distance. Je pense qu'elle l'a prise pour de la paix, mais ce n'est pas la paix que je construisais. Je rassemblais les pièces d'un puzzle car il y avait encore des choses qui ne collaient pas, des reçus, des messages, des chevauchements et des chronologies qu'elle pensait clairement que j'étais trop stupide pour remarquer. Je ne l'étais pas. Je n'avais simplement pas voulu croire ce que je voyais, mais maintenant je le croyais, complètement. Et la vérité, c'est que sa liaison avait commencé bien avant l'Italie. Elle avait des empreintes à Chicago, Boston, même un week-end à Austin qu'elle a juré n'être qu'une retraite d'équipe. J'ai donc commencé à creuser plus profondément. J'ai passé au peigne fin les journaux de sauvegarde, les métadonnées des photos, les emplacements synchronisés de sa smartwatch, qu'elle ne savait pas également synchroniser sur mon compte. Et ce que j'ai trouvé, je l'ai trouvé non seulement sur les photos, dans les réservations, dans les trajets Uber, dans les points de récompense des hôtels. Elle l'avait stupidement lié à son Gmail partagé. Il n'était pas juste un type avec qui elle flirtait autour d'un verre. Il faisait partie de sa routine, de sa nouvelle orbite. Et le pire, ce n'est pas qu'il était meilleur que moi, ni plus riche, ni plus intelligent, ni plus gentil, juste plus récent, plus brillant, plus affamé. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué, pas de manière furieuse, mais de manière planifiée, car si j'allais partir, je n'allais pas simplement partir. J'allais emporter quelque chose avec moi. J'ai commencé par apprendre son emploi du temps mieux qu'elle ne le connaissait elle-même, non pas pour la harceler, mais pour tracer les trous exacts où ma vie pourrait disparaître sans qu'elle s'en aperçoive. Elle avait du yoga le mardi, des soirées vin le jeudi, et ces mystérieux appels de clients tard le soir qui se produisaient toujours le dernier vendredi du mois. J'ai construit mes sorties autour de ces moments. Le soir, alors qu'elle était distraite à faire défiler son téléphone ou à parler à son équipe de projet, je m'asseyais dans la chambre d'amis avec un bloc-notes légal, faisant des listes de tout ce qui était techniquement encore à moi. L'épargne commune, le titre de propriété de la voiture, les clés de rechange de son unité de stockage, même les redevances de streaming d'un petit blog de passe-temps que j'avais créé il y a des années et dont elle ne se souvenait même pas de l'existence. Pièce par pièce, j'ai commencé à transférer des comptes, à déplacer de petites sommes d'argent vers une nouvelle banque, à mon nom uniquement, à mettre en place une redirection du courrier de notre boîte postale partagée vers l'adresse d'un collègue dont elle n'avait jamais entendu parler. Rien de tout cela n'était illégal, rien de dramatique, mais chaque détail était un fil que je démêlais silencieusement de la tapisserie de notre nous. Ce qui était étrange, c'est à quel point c'était libérateur. Pendant des années, j'avais été son écho, sa valeur sûre, son alibi intégré. Et maintenant, juste en récupérant ce qui était déjà à moi, je sentais ma forme revenir. Ma posture a changé. Ma voix a changé. Même mon patron au travail l'a remarqué et m'a demandé si j'avais commencé à courir. Je ne l'avais pas fait. Mon pouls était enfin à nouveau le mien. Pendant tout ce temps, elle semblait inconsciente. Elle vivait sa double vie brillante tout en supposant que j'étais toujours dans l'ombre, attendant des miettes d'attention. La vérité, c'est que je construisais ma porte de sortie et que je rassemblais des preuves en même temps. Rien de salace, rien qui puisse l'humilier en ligne, mais assez pour me protéger si elle essayait de raconter une histoire sur moi plus tard. Des copies de mails, des captures d'écran de reçus d'hôtel, des sauvegardes de ses propres messages dans ses propres mots. Ce n'était pas de la pornographie de vengeance, ce n'était pas du chantage, c'était mon filet de sécurité, ma preuve de la réalité. Et puis le moment est venu que je n'avais pas prévu, une enveloppe adressée à elle m'est livrée à moi par erreur. À l'intérieur se trouvait une invitation, une carte fantaisie et chère pour une célébration privée dans un hôtel du centre-ville. Le même week-end où elle m'avait dit qu'elle serait à Denver pour une formation. La liste des invités imprimée au dos ressemblait à un OSO de la haute direction de son entreprise. Mais un nom a sauté aux yeux, le type aux mocassins sans chaussettes, répertorié comme consultant sous une fausse LLC. Elle n'avait pas seulement une liaison, elle l'intégrait dans sa carrière, construisant un nouveau couple de pouvoir tout en m'effaçant lentement de sa vie. Cette enveloppe a tout changé. J'ai cessé de me sentir comme une victime et j'ai commencé à me sentir comme un témoin. Un témoin avec une place au premier rang pour le spectacle qu'il pensait être privé. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas crié, je ne l'ai même pas confronté. J'ai juste souri quand elle m'a dit qu'elle avait un Volto et que j'ai proposé de la conduire à l'aéroport, car à ce moment-là, mon plan était simple et silencieux. Laissez-la penser qu'elle gagnait, laissez-la marcher droit vers l'avenir qu'elle s'était construit. Et quand elle regarderait en arrière, s'attendant à ce que je sois toujours là comme un accessoire, je serais parti, pas ruiné, pas brisé, pas effacé. Parti selon mes propres termes, emportant chaque morceau de ma vie avec moi qu'elle supposait que je laisserais derrière. Et en fermant l'enveloppe et en la glissant dans la poche de ma veste, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement une sortie, c'était une renaissance, et elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'en être témoin. Elle est partie pour son voyage d'affaires un vendredi matin, valise dans une main,
lunettes de soleil de créateur sur le nez, traînant cette valise à roulettes ridiculement bruyante sur l'allée comme si elle partait pour Cannes. Je l'ai embrassée sur la joue. Elle a à peine tourné la tête. L'Uber est arrivé et elle n'a même pas regardé en arrière vers la maison. Et c'était la dernière fois qu'elle me voyait comme le sien, car au moment où sa voiture a tourné au coin, je me suis mis au travail. J'avais déjà loué une unité de stockage sous un faux nom à 15 minutes de là. À l'intérieur se trouvaient 3 sacs de sport noirs remplis de l'essentiel que j'avais discrètement collecté. Documents, clés USB, mes vieux journaux, un disque dur plein de sauvegardes, même de l'argent liquide que j'avais siphonné au fil du temps de mes propres économies oubliées. Ce n'était pas du vol, c'était une récupération. J'ai laissé derrière moi des meubles, des vêtements, des livres, toutes les photos de nous, en particulier celles du mariage. Elle pouvait garder la fantaisie soigneusement organisée. J'avais fini de vivre à l'intérieur, mais je n'ai pas simplement disparu. Cela aurait été trop facile. Je voulais qu'elle remarque l'espace que j'ai laissé derrière moi, qu'elle le ressente. J'ai débranché le routeur en sortant. Pas pour détruire quoi que ce soit, juste pour laisser le silence là où la maison bourdonnait normalement. J'ai éteint toutes les lumières, tiré tous les stores et laissé sa tasse préférée, celle que je lui ai offerte pour notre 3e anniversaire avec le coin ébréché qu'elle prétendait aimer, assise au milieu de la table de la cuisine, vide, froide, attendant. Elle n'a pas envoyé de message ce soir-là. Elle a dû supposer que j'étais sorti, peut-être en train de bouder ou de regarder de vieux films. Seulement, je ne l'étais pas. J'étais dans un petit Airbnb à 2 villes de là, à manger des plats à emporter et à regarder les caméras de sécurité que j'avais installées il y a des mois, à l'époque où j'espérais encore que nous pourrions être réparés. C'est comme ça que je l'ai vue. Cette première lueur de confusion sur son visage quand elle est entrée le samedi soir, les talons dans une main, le téléphone dans l'autre, s'attendant à l'habituel, moi sur le canapé, une douce excuse dans les yeux. Au lieu de cela, elle est entrée dans une maison qui semblait abandonnée. Elle s'est figée dans le couloir, a appelé mon nom, 2 fois, puis plus fort. Je n'ai pas répondu. Elle a erré de pièce en pièce, a ouvert des tiroirs, s'est assise sur le bord du lit, a vérifié le garage. Je pouvais dire quand il lui est apparu que ce n'était pas une mise en scène, que j'étais parti. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle s'est juste assise dans le salon et a regardé le mur. Et pour une fois, elle avait l'air petite. Le lendemain matin, j'ai bloqué son numéro. Je n'ai rien publié. Je n'ai pas écrit de messages cryptés sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas envoyé de message à ses amis ou à sa famille. Je suis devenu de la poussière numérique, du genre que vous ne pouvez pas suivre car elle n'a jamais été destinée à être trouvée. Et pourtant, elle m'a envoyé un email. Au début, c'était désinvolte. Et, tu vas bien? Où es-tu? Puis est venue la confusion. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Puis l'inquiétude. Tu me fais peur. Et enfin, la fissure que j'attendais. La panique. S'il te plaît, rentre à la maison. Je ne voulais pas que les choses soient comme ça. Nous pouvons parler. Mais je n'ai pas répondu car il ne s'agissait pas de punition, il s'agissait de préservation. J'avais passé des années à me rétrécir pour tenir dans sa vie. Maintenant, je m'étendais dans le silence. Chaque message non lu qu'elle envoyait était un rappel que pour la première fois depuis une éternité, elle ne savait pas ce que je pensais, et cela la terrifiait. Je ne me cachais pas d'elle, pas de la manière dont elle le supposait. Je n'ai pas disparu dans un endroit isolé hors réseau ou simulé ma propre mort. J'étais bien vivant, juste inaccessible. Et pour quelqu'un comme Genève, qui avait passé sa vie à perfectionner l'art du contrôle, c'était plus terrifiant que n'importe quelle confrontation que j'aurais pu organiser. Pendant des semaines, j'ai ignoré ses messages. Ils allaient du professionnalisme robotique aux confessions désespérées. Elle a cessé de dire mon nom et a recommencé à m'appeler chérie, comme si elle pouvait rembobiner la dynamique en modifiant son ton. Mais les dégâts étaient déjà gravés dans les murs de notre vieille maison, dans les reçus qu'elle pensait que je n'avais jamais vus, dans les photos horodatées que je n'oublierai jamais. Et pourtant, elle pensait que je reviendrais en courant dès qu'elle ferait semblant de s'en soucier. Elle avait tort. C'était un mardi après-midi, 24 jours complets après ma disparition, quand elle s'est présentée à mon bureau. Je ne sais même pas comment elle l'a trouvé. J'avais changé de travail 3 mois plus tôt. J'avais pris un poste de rang inférieur pour une meilleure santé mentale et une vie plus calme, ce dont elle s'était moquée à l'époque. Alors tu abandonnes juste ton potentiel, avait-elle dit. C'est drôle comme maintenant c'est ce même pas en arrière qui m'a permis de me glisser hors de son radar. J'étais en réunion quand elle est entrée dans le hall. Mon collègue m'a envoyé un texto, et, il y a une femme ici qui te demande. Elle dit que c'est urgent. Je l'ai laissée entrer. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé attendre 20 minutes, puis 40. J'ai terminé ma réunion, j'ai mangé une barre de céréales, et ce n'est qu'alors que je suis sorti lentement, délibérément. Et quand elle m'a vu,
j'ai su tout de suite qu'elle n'était pas en colère. Elle avait peur. Peur que peut-être je ne sois pas brisé. Peur que peut-être j'aime la vie sans elle. Ellie, a-t-elle dit, la voix légèrement craquelée. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardé, silencieux, non par cruauté, mais parce que je n'avais plus rien à lui donner. J'avais épuisé ma patience, mon amour, ma confiance, et maintenant elle se tenait devant moi, ne tenant rien d'autre que la panique déguisée en regret. Je veux juste parler, a-t-elle dit, face à face. J'ai indiqué le banc à l'extérieur. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment. J'ai regardé les voitures passer. Elle m'a regardé. Finalement, elle a posé la question qui devait bouillonner en elle depuis des semaines. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu simplement parti? Et je lui ai donné la réponse qu'elle n'attendait jamais. Parce que je voulais que tu vois ce que le silence fait. Elle a cligné des yeux. Cette réponse ne correspondait pas à son monde, un monde où tout pouvait être discuté, négocié, rebrandé. Mais ce n'était pas un gâchis de relations publiques qu'elle pouvait réparer avec des excuses bien conçues. Tu aurais pu me dire que tu souffrais, a-t-elle essayé à nouveau. Nous aurions pu travailler sur les choses. J'ai failli rire. Tu savais que je souffrais, tu as juste arrêté de t'en soucier. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais l'a refermée. Cette pause, c'était la vérité qui essayait de faire surface. Tu me manques, a-t-elle finalement chuchoté. J'ai secoué la tête. Tu manques la version de moi qui tolérait d'être ignorée. Cette version n'existe plus. Elle n'a pas pleuré. Genève ne pleurait jamais à moins que cela ne serve un but. Au lieu de cela, elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti quelque chose de petit. La tasse ébréchée, celle que j'avais laissée sur la table. Elle la tenait comme une relique. J'ai gardé ça, a-t-elle dit doucement, comme si cela signifiait quelque chose, comme si c'était la preuve qu'elle avait encore un morceau de moi. Mais ce n'était pas le cas, car le truc avec les symboles, c'est qu'ils n'ont d'importance que lorsque la signification est encore vivante. Je me suis levé lentement. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches vraiment, lui ai-je dit. Et puis, pour la première fois depuis que je l'ai rencontrée, je me suis retourné et je suis parti sans avoir besoin qu'elle me suive. Elle est juste restée assise sur ce banc, à l'extérieur de la vie que je ne vivais plus, tenant une tasse cassée dans une main et tout le poids de ses décisions dans l'autre. Et cette fois, je n'ai pas regardé en arrière. Je ne suis pas retourné au bureau après son départ. Au lieu de cela, j'ai marché pendant près de 3 miles sans être conscient de mes pieds, passant devant des cafés et des arrêts de bus et le genre de petits coins de ville que l'on ne voit que lorsqu'on n'est pas pressé. Je me sentais plus léger à chaque pâté de maison, comme si je sortais d'un costume lourd que j'avais porté pendant des années. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, mon esprit ne tournait pas en rond sur les mêmes questions. Que faisait-elle? Où était-elle? Avec qui était-elle? C'était juste vide. Et dans ce vide, il y avait de la place pour quelque chose de nouveau. L'unité de stockage était déjà vide. L'Airbnb avait rempli sa fonction. J'avais loué un petit appartement près de la rivière. Rien de fantaisiste, mais il avait de hautes fenêtres et une odeur de vieux bois qui me rappelait les étés de mon enfance. J'ai emménagé ce soir-là avec rien d'autre que mes sacs de sport, mes disques durs et un matelas par terre. Je m'attendais à me sentir perdu. Au lieu de cela, j'ai ressenti du soulagement. Le lendemain matin, la lumière du soleil a frappé les murs nus et pour une fois, cela ne ressemblait pas à un espace vide laissé par quelqu'un d'autre. Cela ressemblait à un début. Je n'ai jamais bloqué son email. Elle a écrit une fois de plus. Pas une attaque, pas des excuses, juste une seule ligne, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je la détestais, mais parce que je n'avais plus besoin qu'elle comprenne. Ma vie n'était plus une déclaration sur elle, c'était une déclaration sur moi. J'ai recommencé à cuisiner, mal, mais c'était à moi. J'ai rejoint un petit cours de menuiserie le week-end, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais que je n'avais jamais eu le temps de faire. J'ai retrouvé de vieux amis qui pensaient que j'avais disparu de la carte. Je leur ai dit la vérité en une phrase, j'ai arrêté de vivre pour quelqu'un d'autre. Ils n'avaient pas besoin de détails, ils ont juste souri. 2 mois plus tard, j'ai adopté un chien de refuge, un grand mélange de berger maladroit qui aboyait sur tout et aimait tout le monde. Le promener à l'aube est devenu ma thérapie. Des étrangers s'arrêtaient pour le caresser et je finissais par leur parler, quelque chose que je n'avais pas fait volontairement depuis des années. L'une de ces étrangères était une femme qui dirigeait un studio d'art local. Nous avons commencé à parler, puis à rire, puis à nous retrouver pour un café. Je n'ai pas précipité les choses, je ne l'ai pas planifié, c'est juste arrivé dans l'espace calme que je m'étais créé. Je pense encore à Genève parfois, pas avec colère, pas avec désir, avec neutralité. Elle était un chapitre. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens et pour la première fois, je vois mon reflet non pas comme un homme effacé,
mais comme un homme qui est revenu. Cette nuit-là, à sa fête de promotion, était censée être mon humiliation. Au lieu de cela, ce fut le tournant. La nuit où j'ai arrêté d'attendre d'être choisi et où je me suis choisi. Et me tenant ici maintenant, dans mon petit appartement rempli de sciure de bois, avec un chien heureux à mes pieds et la lumière du soleil se déversant sur un établi que j'ai construit de mes propres mains, j'ai réalisé quelque chose de simple et de puissant. Je ne l'ai pas perdu. Je me suis trouvé.